Jean-Pierre, c'est toi qui as créé ce silence-là après. Hein. Maintenant, il va falloir l'assumer. Non, merci Sifren, parce que ça m'avait l'air presque bien dit par toi. Mais en vrai, c'est moins bien. Hein. Voilà, alors Fabrice a fait allusion à quelques malentendus qui sont d'ailleurs la raison même de ma présence ici. Et d'ailleurs, un de ces malentendus, c'est qu'après avoir créé du silence, je vais créer du bruit. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as averti que certains d'entre nous étaient peut-être là par erreur, puisqu'ils avaient confondu la vocation politique du chrétien et la vocation poétique du chrétien. Et je suis ennuyé parce que ce que je vais vous dire, en fait, ça prouve que je suis dans ce cas-là. En réalité, j'ai confondu les deux. Et puis, il faut vous avouer aussi que Fabrice m'avait... Une fois, je lui avais dit en plaisantant, mais c'était une plaisanterie, la crise de l'Occident est poétique. Et puis, donc, il y a quelque temps, il m'a dit, viens donc parler de ça. Donc, je suis donc obligé de traiter un thème qui n'était au départ qu'une boutade. Mais je vais me venger parce que je vais faire comme Fabrice fait, c'est-à-dire je vais commencer par critiquer le thème même qui m'est proposé, sauf qu'évidemment, comme c'est moi qui l'ai proposé, ça sera une situation un petit peu particulière. La crise de l'Occident est poétique. Vous me direz, encore faudrait-il savoir ce que c'est que l'Occident, déjà, pour commencer. Je passe sur le mot crise, qui mériterait pas mal de conférences, mais encore faudrait-il savoir ce que c'est que l'Occident. Eh bien, justement, je ne sais pas si je fais mon Fabrice Adjadj, mais justement, c'est tout le problème. En tout cas, c'est le premier problème que j'ai envie d'aborder avec vous. Si la crise de l'Occident est poétique, c'est parce que justement, nous ne nous sentons plus exister. Nous ne sommes plus trop sûrs de nous, de notre histoire, de notre réalité. Voilà ce que dit par exemple Bertrand Badi, qui est spécialiste des relations internationales et qui est l'un des grands professeurs de Sciences Po. Il est tout simplement impossible de donner une définition transhistorique de l'Occident. Il faut considérer cette notion comme le produit d'un imaginaire. Alors, vous remarquerez tout de suite deux choses. Si l'on ne peut pas donner une définition transhistorique, autrement dit, si l'on ne peut pas sortir de l'histoire pour entrer dans le monde des idées abstraites, eh bien, la réalité disparaît, elle n'existe plus. La crise de l'Occident, c'est justement cette volonté de sortir, peut-être inconsciemment, de cette histoire qui nous fait honte. C'est une forme de suicide, d'une certaine façon. Et d'autre part, le deuxième élément de ce que dit Bertrand Badi, c'est être le produit d'un imaginaire. Alors là, c'est visiblement extrêmement péjoratif. C'est tout à fait rédhibitoire. Hein. L'imaginaire, pour ce professeur de sciences politiques, cela n'existe pas. Et si cela existe, il faut l'exterminer. Exterminons l'imaginaire. Hein, c'est ce que je vous proposerai donc avec lui. Et vous voyez donc que, contrairement à ce que disait Fabrice tout à l'heure, le poétique et le politique ont évidemment partie liée, destin commun. Il faut les tuer ensemble ou les sauver de concert. Alors nous sommes dans une époque dans laquelle, évidemment, on peut imaginer des produits. Ça, c'est bien, c'est libéral. Mais on ne peut pas être le produit d'un imaginaire. Et ça, c'est mal. C'est peut-être même judéo-chrétien, d'ailleurs. Surtout d'ailleurs, comme le relève assez justement Badi, cet imaginaire est souvent messianique. Hein. C'est assez inquiétant. Et le professeur de sciences politiques ajoute carrément non, la civilisation occidentale n'existe pas et n'a jamais existé. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes le produit d'un imaginaire qui est un effet de votre imagination. Et d'ailleurs, il précise, répondre à la question « qui suis-je » revient éternellement à concevoir des critères de distinction qui n'ont rien de naturel. C'est bien là le risque. Lorsqu'on se construit et qu'on se pense comme un ensemble donné, on définit fatalement une altérité qui devient très vite une distinction. L'horizon de l'homme, l'horizon du progrès, si je comprends bien, c'est donc l'indistinct, le trouble, le confus. Voilà, donc le refus de l'imaginaire comme la peur de l'imagination, c'est justement littéralement un refus de l'image. Je crois que nous vivons une des pires crises iconoclastes de notre histoire. Paradoxe au moment où on n'a jamais été autant abreuvé d'images. Alors évidemment, le spécialiste de sciences politiques ajoute la difficulté tient à la complexité des histoires. Ben oui, c'est ennuyeux, nous avons une histoire. Excusez-moi d'être français, disait André Frossard il y a une vingtaine d'années.
Froissart disait « C'est une mauvaise habitude que j'ai prise depuis que j'ai vu le jour et dont je n'ai jamais réussi à me corriger. Je sais ce qu'elle peut avoir de fâcheux. » Ainsi donc, l'Occident n'existe pas et voilà pourquoi il est en crise. C'est une crise existentielle, c'est une crise poétique. Nous sommes littéralement déboussolés, désorientés. Et pourtant, je suppose qu'en réalité, vous savez bien ce que c'est que l'Occident. L'Occident, c'est tout homme et toute culture qui se veut orienté, justement. Autrement dit, tourné vers, comme une chapelle, vers cet Orient qui est le Christ. La crise de l'Occident, c'est d'être désorienté, de ne plus savoir quels sont les points cardinaux. Autrement dit, les vertus cardinales. La crise de l'Occident, c'est de ne plus savoir que nous sommes Athènes, Rome et Jérusalem. La crise de l'Occident, c'est de ne plus pouvoir se dire Occident, de peur de tomber dans l'arrogance et du coup d'être condamné à l'insignifiance. La crise de l'Occident est donc poétique parce que c'est une crise de l'imaginaire, parce qu'on peut imaginer des produits, mais on ne peut plus être le produit d'un imaginaire. Alors, évidemment, du coup, on voit que ce n'est pas une crise économique. Pas besoin de vous faire un état des lieux de la situation de notre pays. Mais si la crise de l'Occident est politique et économique, c'est en ce qu'elle est justement une crise poétique. C'est une crise non seulement de créativité, d'imagination, mais c'est une crise d'imaginaire. Nous ne savons plus où nous projeter collectivement, et du coup, nous ne savons pas où nous projeter intérieurement. Intérieurement aussi, nous manquons d'horizon. Et voilà pourquoi nous avons de plus en plus tendance à avoir peur. Nous avons peur qu'on vienne nous voler notre pain, que les Roms chapardent, que les Maliens et les Somaliens d'ailleurs aussi nous piquent notre place. Nous demandons des frontières, des barrières, des centres de rétention, des prisons, des caméras vidéo, des empreintes génétiques. La crise de l'Occident, c'est cela. Nous n'avons plus comme ciment que nos peurs. Et voilà pourquoi nous ne voulons plus qu'une chose, au fond, durer le plus longtemps possible. Encore une minute, monsieur le bourreau. Nous étions des sentinelles de l'espérance, nous sommes des citadelles de la peur. Alors regardez d'ailleurs, on nous fait miroiter d'un côté les promesses de la vie éternelle, on va être réparé, un cœur artificiel, un cerveau téléchargeable, des lunettes Google, une mise en réseau merveilleuse, on pourra télésurveiller tout le monde, toutes les mauvaises pensées. De l'autre, évidemment, on nous conduit à penser que la mort est notre ultime liberté et qu'il faut que l'État nous suicide pour nous rendre heureux. Il y a quelques jours sur Internet, quelqu'un me disait « La mort doit devenir agréable ». Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Alors, heureusement, nous avons la réponse. On nous dit en tout cas qu'il y a une réponse. Il s'agit, nous dit-on, d'inverser la courbe du chômage. Alors, évidemment, ça me paraît très, très justifié. Alors, je ne suis pas mathématicien. Des mathématiciens m'ont dit qu'on ne pouvait pas inverser une courbe. Bon, ça, je ne peux pas en juger. On m'a dit que ça n'avait pas de sens mathématique. Mais enfin, en tout cas, je voudrais juste vous dire à ce propos que l'homme ne vit pas seulement de courbe du chômage. Sinon, d'ailleurs, Millet n'aurait jamais peint son Angélus, ou alors il n'aurait pas uniquement les pommes de terre et la brouette. Alors, on pourrait évidemment reprendre le tableau de l'Angélus de Millet en faisant comme il vient d'être fait d'ailleurs en Corée du Nord quand Kim Jong-un a liquidé son oncle. Il faudrait retoucher le tableau de Millet pour faire disparaître d'abord le clocher qui est à l'horizon et peut-être même la lumière d'ailleurs qui, venant de l'autre côté du tableau, illumine le clocher. Il faudrait aussi redresser la femme en prière et que l'homme remette son chapeau qu'il tient entre les mains en signe de respect. Il ne resterait alors donc que la brouette et la fourche. Voilà. Je crois que l'homme ne vit pas seulement de courbe du chômage, contrairement à ce que croient les énarques quand ils croient avoir enfin compris. C'est-à-dire généralement quand ils sont en train de se planter. Je crois qu'il nous faut d'autres courbes, les courbes de Vénus, la Vénus de Milo, celle de l'Espugue, c'est ma préférée parce qu'elle est la plus mystérieuse et elle est en ivoire de mammouth. Je crois qu'il nous faudrait cette courbe aussi si particulière qu'évoque Éluard avec ses parfums éclos d'une couvée d'aurore. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de Nance et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. J'espère que, comme moi, vous l'avez appris au lycée. Ce qu'il faut à l'homme, c'est la courbe que fait Marie-Madeleine en se penchant au pied du Christ pour y déverser son parfum, les essuyer de ses cheveux. Ce qu'il faut à l'homme, c'est
la courbe du corps qui s'incline devant le mystère de Dieu et devant le mystère de la chair. Ce qu'il faut à l'homme, c'est la courbe des voûtes en berceau, les courbes du baroque. Ce qu'il faut à l'homme, c'est la poésie. Malheureusement, la poésie ne nous est d'aucun secours. Je suis peut-être un peu négatif, vous allez me dire, mais j'ai retrouvé cette étude sur le vers français de Claudel qui dénonce les rigidités d'une certaine conception de la poésie au nom d'un code, dit-il, plus vétilleux que l'ancienne étiquette espagnole. Alors Claudel dresse la liste de toutes les tortures imposées par les conventions, tortures, dit-il, auxquelles certains zélotes ajoutèrent des mortifications personnelles et surérogatoires. Et il ajoute, cette situation était si dure qu'au bout de peu de temps, il apparut aux poètes français, alors il met poète entre guillemets, il apparut aux poètes français inutile de la compliquer en y faisant intervenir des éléments réfractaires et suspects comme l'inspiration, la fantaisie, le rêve, la passion, la musique. Il était beaucoup plus commode, dit Claudel, de travailler tranquillement sur une matière inerte et morte qui ne se débattait plus sous l'acier. L'arrangement des mots entre eux devint un jeu purement cérébral et comme l'algèbre ou les échecs, une matière inerte et morte. Il faudrait être certain que la sécheresse abstraite, le formalisme, le dogmatisme culturel étaient terrassés après Claudel, qui écrivait cela en 1925 alors qu'il était ambassadeur au Japon. Bon, je vous laisse juger. La poésie ne s'est pas remise à vivre, en tout cas par enchantement, des dogmatismes et des formalismes nouveaux, remplacer les lois de l'étiquette. De la même manière qu'on ne chasse jamais complètement une nomenclatura, on la remplace par une autre. Et dans nomenclatura, vous avez entendu nomenclature. L'abstraction, la déconstruction du vers, l'opprobre jeté sur le lyrisme, le formalisme des briseurs de forme, voilà d'où nous sortons. Nous sortons de ça aujourd'hui timidement. Et voilà aussi pourquoi on ne lit plus de poésie en France et pourquoi les éditeurs savent que ce n'est pas un secteur rentable, alors qu'on en lit partout ailleurs, jusque dans les grands médias. Au Japon, il y a de la poésie tous les jours dans les grands quotidiens et ces journaux tirent à des millions d'exemplaires. Mais pas de cela en France. La bien-pensance déconstructiviste nous a forcés à culpabiliser la vie, à la considérer comme une sorte de détestable persistance au fond du passé, un obstacle placé sur la route du progrès, que dis-je, un imaginaire. Donc plus d'émotion, plus de naïveté, plus d'enfance. Le résultat est là, l'invisible a disparu. Notre culture nous est montée à la tête, finalement, avant d'exploser sous la charge de ce vocabulaire absurde dont la technocratie savante, les précieuses ridicules, affublent toutes les églises. Pas seulement les scènes de théâtre, toutes les scènes, de la scène de théâtre à la scène liturgique. Oui, je parle de l'Église, excusez-moi, mais je vais vous donner quelques... Bon, enfin, l'Église a excelle encore dans cet art aussi du vocabulaire absurde. Nous n'avons plus de rogation et de fête-Dieu, mais nous avons, ça c'est bien, des assemblées dominicales en absence de prêtres, des regroupements paroissiaux, des laïcs en mission ecclésiale, des équipes d'animation pastorale. Nous n'avons plus d'extrême onction, ce mot chargé d'imaginaire, mais nous avons l'onction des malades, ce qui est plus hospitalier, évidemment. Et ailleurs, c'est pareil. Il n'est pas étonnant qu'on soit attaqué à l'enseignement de la grammaire dans les années 70, qu'on se soit méfié d'une notion hautement suspecte comme celle de verbe, pour privilégier une vulgate technico-scientifique à base de syntagmes, d'énoncés. À mon époque, c'était COI, COD. Il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de verbe. Tiens, ça vous évoquera peut-être quelque chose. Plus de nom, plus de verbe. Il y a des groupes nominaux. Remarquez, c'est déjà ça. Alors Philippe Muret a parfaitement collectionné au siècle dernier cette novlangue, j'insiste pas là-dessus. Je voudrais juste remarquer au passage que le beau est devenu hors programme. L'enseignement du français est devenu l'art de disséquer les cadavres. Enfin, le beau n'est pas laïque, quoi, en quelque sorte. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit non plus tout à fait chrétien. J'ai connu 3 évêques de Corse successifs et de couleurs politiques sans doute différentes. Et tous les 3 m'ont dit d'un air inquiet qu'il fallait... Vous savez, en Corse, le christianisme repose sur les processions et les confréries. Et ils m'ont dit qu'il fallait évangéliser les processions suspectes de folklore. Aucun ne m'a fait d'abord l'éloge de la beauté. Alors, sur l'île de beauté, c'est un petit peu gênant. La beauté ne sert à rien. Elle est interdite en cours de français comme à la messe. Et dans ces conditions...
excusez-moi d'être un peu provocateur, il n'est pas étonnant que les églises soient vides, que les rayons poésie des librairies soient ouverts, réservés aux auteurs morts. Et il n'est pas étonnant non plus que plus personne ne veuille suivre une filière littéraire. Le désenchantement du monde ne fait plus de quartier. Voilà, je suis un peu long, donc je vais accélérer. Voilà, je vais d'ailleurs laisser cet aspect. Enfin, si Fabrice l'a évoqué tout à l'heure en disant que la poésie, c'était faire, fabriquer, je crois que justement, dans ces conditions, nous ne pouvons plus rien faire. Justement, c'est ça le problème. Nous sommes littéralement désœuvrés. La crise poétique de l'Occident, c'est donc la rencontre entre le refus de l'imaginaire que j'ai évoqué et de l'autre, la théorisation du fait que l'on ne peut plus faire, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de marge de manœuvre, hein, c'est ce qu'on entend tout le temps. Et je crois que c'est contre cela que nous devons lutter. Pour terminer, je voudrais évoquer Alfred de Vigny. Quand il voit briller la lueur mystérieuse et pâle de la poésie, le vulgaire effrayé commence à blasphémer, observe Alfred de Vigny dans La Maison du Berger, hein, blasphémer. Vigny fait donc le lien entre poésie et sacralité, considérant ce lien d'ailleurs comme allant de soi. Voilà ce que dit Vigny, l'invisible est réel. Les âmes ont leur monde où sont accumulés d'impalpables trésors. Le Seigneur contient tout dans ses deux bras immenses. Son verbe est le séjour de nos intelligences, comme ici-bas l'espace est celui de nos corps. Donc je voudrais donc vous inviter, pour terminer, à retrouver le monde comme présence réelle, le monde comme métaphore, le monde comme lieu de révélation, le monde comme chemin de divinisation pour l'homme. Le pur enthousiasme et crainte des faibles âmes, dit Vigny. Ne soyons donc pas des faibles âmes qui préfèrent des fleurs sans parfum et des fleurs souvent sans lendemain, toujours de Vigny. N'ayons jamais la crainte de l'enthousiasme, ce mot chargé de toute la force du sacré, de toute sa manifestation, de toute la théophanie du poème, si je peux risquer cette expression. Se laisser transporter par le divin, c'est la définition la plus ancienne et la plus haute que nous pouvons donner de la poésie et de son mystère. Et voilà pourquoi, comme disait Apollinaire, la religion seule est restée toute neuve. Et ce sont des vers qui sont dans Alcool. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. Si la crise de l'Occident est poétique, c'est parce que justement c'est une crise de la modernité conçue comme notre capacité à être dans l'aujourd'hui, à y entrer pleinement, j'allais dire eucharistiquement, c'est-à-dire avec reconnaissance et en action de grâce. Merci de votre attention. Merci Jean-Pierre. D'ailleurs, je me disais que c'est vrai que la Révolution française, les Lumières, ça a été un moment un peu un trou dans la poésie. J'aimerais continuer, ça a repris au 19e surtout, mais si on accepte André Chénier qui sera décapité, finalement on a des tribuns, des orateurs, enfin une instrumentalisation de la parole qui est assez inquiétante. Je me suis dit que en t'écoutant aussi que notre langue est chargée de métaphores. Il y a un très beau livre de Georges Lakoff qui s'appelle Les métaphores, ça a été traduit, les métaphores dans la vie quotidienne, ou les métaphores dans lesquelles nous vivons, en fait, c'est la traduction littérale du texte. On l'entendait quand tu disais, mais l'Occident, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, il y a une charge d'imaginaire. Tu as d'ailleurs défini comme être tourné vers l'Orient, c'est assez beau, vers ce qui se lève. Mais il est certain que nous vivons sans cesse dans une langue métaphorique. Souvent, quand les politiques parlent, ils emploient, c'est ce que montre Lakoff, quand il s'agit d'argumenter, par exemple, l'argumentation se fait à partir de la métaphore de la guerre, la plupart du temps. On peut se demander, vous voyez, est-ce que si c'est la juste manière d'approcher la vérité. Donc la métaphore est antérieure même, voyez, à tout discours conceptuel, scientifique, et on ne cesse, regardez, d'ailleurs les métaphores qui courent quasi imperceptiblement, inconsciemment dans les discours les plus prosaïques en apparence. Enfin bon. Donc nous sommes effectivement toujours d'abord les produits d'un imaginaire. Ça me permet de... Ah oui, j'ai beaucoup aimé La mort doit devenir agréable. Ça m'a tout de suite fait penser à Félix Faure.
qui finalement était un grand président sous ce rapport-là. Alors justement, non, je ne vais pas dire, ça va me permettre de faire une transition. Sa connaissance.